s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel un conseil des ministres. L'État ivoirien va honorer les médailleuses olympiques. Le gouvernement va donc organiser une cérémonie de récompense le lundi 5 septembre prochain. C'est officiel, au Gabon, Ali Bongo a été réélu pour un second mandat à la tête du pays avec 49,80% des voix contre 48,23% pour son principal adversaire Jean Ping. L'opposition conteste le score de cette élection et dénonce une victoire volée. Et au Brésil, les sénateurs ont décidé de la destitution de la présidente Dilma Rousseff à 61 voix contre 20, soit bien plus que les 2 tiers nécessaires à son départ définitif. Michel Temer, son vice-président, lui succède. Les camions surpoids sur les routes ivoiriennes seront sanctionnés par une amende allant de 20 000 à 60 000 francs CFA. Bonsoir à tous. Merci de regarder le journal de RTI 1. Le gouvernement ivoirien reprend le travail après quelques jours de vacances. Il y a eu donc un conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel. L'État ivoirien va honorer les médailleuses olympiques. Une cérémonie pour les récompenser sera organisée le lundi 5 septembre prochain. Les médailleuses olympiques et leurs encadreurs seront décorés et recevront 380 millions de francs CFA. Le reportage de Viviane Aimé. Après 3 semaines de vacances, le gouvernement s'est réuni ce mercredi autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour son premier conseil des ministres de rentrée. Plusieurs sujets sur la table ont été traités, notamment le nouveau régime juridique de la communication audiovisuelle, à l'heure où va s'opérer ici en Côte d'Ivoire le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. Ce projet organise les conditions d'exercice des nouveaux corps de métier qui interviennent désormais dans les processus de production, de diffusion et de réception des programmes audiovisuels. Il faut dire que ce projet est conforme aux résolutions communautaires de l'UMOA. Il permet l'accès aux services publics de radiodiffusion aux personnes handicapées visuelles et auditives et réglemente de manière plus précise les organismes de radiodiffusion confessionnels. Par ailleurs, pour la rentrée scolaire 2016-2017, de nouvelles mesures vont être appliquées au sein des lycées techniques et professionnels. Le gouvernement souhaite ainsi favoriser l'accès d'un plus grand nombre de jeunes à l'enseignement technique. Il s'agit notamment de l'ouverture de classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle destinées aux élèves des classes du CM2 âgés de 13 à 15 ans. Cette opportunité d'immersion dans la formation professionnelle permettra à ces apprenants donc d'acquérir les prérequis nécessaires pour accéder 2 ans après à la formation pour l'obtention du CAP. La phase d'expérimentation sera faite à cette rentrée scolaire dans 10 établissements donc sur l'ensemble du territoire. Il faut également indiquer dans ces mesures l'introduction de la formation par alternance pour améliorer la qualité de la formation et l'employabilité des apprenants. Il faut indiquer l'instauration du principe de la formation-production au sein des établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Grave menace sur le verger cacaoyer ivoirien. Avec l'invasion des chenilles, le Conseil des ministres a adopté un plan de lutte. La nation ivoirienne, honorée par ses médaillés, saura les récompenser à la mesure. Le Conseil des ministres a décidé une enveloppe globale de 380 millions de francs pour récompenser ces athlètes. Les athlètes seront décorés dans l'ordre national dans quelques jours et une enveloppe globale de 380 millions sera dégagée pour récompenser les athlètes et leurs encadreurs à l'occasion de la cérémonie qui est prévue le lundi 5 septembre, ici même à la présidence de la République. L'actualité en cette rentrée gouvernementale, c'est aussi l'accusation portée par les autorités gabonaises d'une implication de personnes ivoiriennes dans le processus électoral de leur pays. S'agissant des hackers, cyberacteurs ivoiriens, nous sommes en train de mener nos propres enquêtes pour savoir exactement le rôle qu'ont pu jouer ces Ivoiriens, ces jeunes Ivoiriens, donc dans cette élection.
Maintenant, comment expliquer qu'un conseiller de ce niveau, donc cela n'a rien à voir avec l'État de Côte d'Ivoire. Chacun est responsable des actes qu'il pose aussi. Et pour finir, une note d'autosatisfaction de la part du gouvernement. Un bilan établi fin juin sur l'exécution du budget de l'État pour cette année 2016 indique un bon équilibre entre les recettes et les dépenses. Et je le disais aussi à l'instant, cet officiel au Gabon, Ali Bongo, a été réélu pour un second mandat à la tête du pays avec 49,80% des voix contre 48,23% pour son principal adversaire, Jean Ping. Le ministère de l'Intérieur a confirmé les résultats de la commission électorale. L'opposition conteste le score de cette élection et dénonce une victoire volée. Des heurts ont éclaté dans certains quartiers de Libreville. Le président gabonais vainqueur de cette élection présidentielle a réagi après la proclamation des résultats. Nous l'écoutons. Les résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur après les délibérations de la Sénat me placent en tête de l'élection présidentielle à une courte majorité. Cette victoire au score serré nous oblige tous. Elle oblige d'abord chacun au respect du verdict des urnes et de nos institutions. Ensuite, elle nous oblige aussi à prendre en compte toutes les aspirations de nos concitoyens. Je dis bien toutes. Notre envoyé spécial Thomas Gessambi est sur place au Gabon. Nous sommes en ligne avec lui pour comprendre l'évolution de la situation après la proclamation de cette élection présidentielle. Bonsoir Thomas. Bonsoir Marie-Laure. Alors, Ali Bongo a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle au Gabon, mais le score est contesté par les partisans de son adversaire qui dénoncent une victoire volée. Des émeutes ont même éclaté. Dites-nous quelle est la situation actuellement au Gabon. Marie-Laure, depuis 3 jours, 4 jours, disons que la situation était beaucoup plus calme, difficulté de circulation par manque de véhicules de transport. Les Gabonais étaient plus ou moins serrés chez eux, attendant les résultats. Et donc, autour de 15h30, heure locale, quand le ministre de l'Intérieur donne les résultats qui donnent le président sortant vainqueur, bien entendu, dans le cas du président sortant qui est réélu avec ces résultats, il y a de la joie. Mais il fallait s'y attendre plus ou moins avec la tension même qui a réglé un peu autour de la campagne. Il a fallu peut-être d'une demi-heure ou, si vous voulez, 2 instants qui ont suivi pour que la ville soit coupée en deux, pourquoi pas, pour nous dire il ne faudrait pas aller dans cette direction parce qu'il y a des émeutes. Et de loin, des gens pouvaient voir des fumées noires, des pneus qui étaient brûlés. Et à l'heure où je vous parle, je suis à la capitale, à l'Est, et avec la situation, j'ai du mal à regagner mon hôtel. Il est conseillé en ce moment à tous les Gabonais de rester là où ils sont et d'éviter les circulations en ville. Donc, je n'ai pas pu regagner mon hôtel, je suis quelque part d'autre. Et nous attendons que les forces de l'ordre prennent le contrôle total de la situation pour permettre aux Gabonais de pouvoir fêter. Alors donc Thomas, vous êtes retranché, mais de là où vous êtes, est-ce que vous en savez un peu plus? On a appris que plusieurs bâtiments publics ont été incendiés, notamment l'Assemblée nationale. Est-ce que vous en savez un peu plus? Oui, on travaille quand même ici en réseau. Ce sont plusieurs journalistes africains et occidentaux. Et donc, dans chaque hôtel, on peut retrouver plus ou moins 5 à 10 de ces journalistes. Chacun essaie d'appeler, de recouper les informations avec les dépêches aussi. On peut dire, effectivement, nous apprenons que l'Assemblée nationale a été incendiée et que ce ne serait pas seulement l'Assemblée nationale. Vous savez qu'en fait, circonstances, il faut être un peu circonspect, mesurer ses mots. Je n'ai pas vu de mes propres yeux, mais avec les recoupements de nos différents collègues avec lesquels nous travaillons ici,
été incendié. Et ce ne serait pas le seul édifice. Les tensions continuent plus ou moins. Il serait peut-être trop tôt de dire que c'est peut-être un seul bâtiment qui a brûlé. On attend peut-être jusqu'à demain pour avoir une situation, un point complet de cette situation. La dernière question, Thomas. Quelle est la réaction de Jean Ping face à cette situation? Alors, mon petit frère, on n'a pas eu cette opportunité d'aller parce que je dois dire que les mouvements, ce soulèvement a commencé depuis son QG, mais déjà avec les dépêches que nous recevons, il estime qu'il a été volé et qu'il faut recourir à un regroupage bureau de vote par bureau de vote et qu'il n'accepterait pas cette victoire qui serait volée. Et il y aurait même certains membres de l'opposition qui ont démissionné. Vous confirmez cela aussi? Notamment le vice-président de la Commission électorale nationale autonome permanente représentant l'opposition qui a frappé la porte peu même avant la proclamation des résultats. Merci Thomas Gessambi pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial de RTI1 au Gabon pour suivre ce scrutin présidentiel et que Dieu vous protège de là où vous êtes pour entrer en sécurité à Abidjan. On a aussi voté au Brésil, mais pas pour la présidentielle. Ce sont plutôt les sénateurs qui ont voté pour la destitution de Dilma Rousseff. Elle quitte donc définitivement la présidence au Brésil et elle dispose d'1 mois pour quitter donc la résidence présidentielle. Dilma Rousseff, qui avait succédé à Lula en 2010, a été reconnue coupable de crimes de responsabilité. Elle aurait maquillé les comptes publics pour faciliter sa réélection. Son vice-président Michel Temer, déjà président par intérim et chef de l'opposition de centre droit, prend la tête du pays jusqu'en 2018. Ici à Abidjan, notez en bref que la capitale économique ivoirienne a ouvert ses portes au Salon international du bétail viande de l'Afrique de l'Ouest. Les activités ont démarré officiellement aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Et la Banque mondiale qui noue un partenariat gagnant-gagnant avec la centrale d'Azito, le vice-président exécutif et directeur général de la Société financière internationale, en visite en Côte d'Ivoire, s'est rendu aujourd'hui même dans les locaux de la centrale thermique d'Azito de Yopougon. La SFI va apporter son aide à la centrale pour la rendre plus performante, nous explique perpétuellement Emma Sako. La centrale thermique d'Azito, investie par le vice-président exécutif et directeur général de la Société financière internationale, organisme de la Banque mondiale et sa délégation. Les visiteurs de la Banque mondiale ont constaté les travaux abattus par l'ensemble du personnel de cette centrale thermique. On a travaillé dessus avec tous les partenaires depuis 1998. Le succès de cette centrale, c'est le partenariat public-privé. Et on pense qu'en effet, c'est la clé de succès pour augmenter rapidement l'énergie ici en Côte d'Ivoire. Mais on pense que c'est un modèle qu'on peut répliquer partout en Afrique. La centrale thermique a plusieurs objectifs, dont la distribution de l'énergie supplémentaire à bas coût et l'amélioration de l'accès à l'énergie pour soutenir la croissance de l'économie ivoirienne. La visite du président de la SFI dénote l'intérêt que la SFI porte aux investissements privés, notamment dans le projet Azito. La centrale thermique d'Azito a été réalisée en 1998 pour répondre à l'augmentation des besoins énergétiques en Afrique de l'Ouest. Depuis sa mise en service, la centrale thermique d'Azito produit de l'électricité de manière continue en transformant efficacement les ressources gazières de la Côte d'Ivoire. Les camions en surpoids sur les routes ivoiriennes seront sanctionnés par une amende allant de 20 000 à 60 000 francs CFA. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest engage ainsi une série de rencontres avec les transporteurs pour prévenir les surcharges sur les routes, nous dit Adama Koné. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, passe à la vitesse supérieure en ce qui concerne la sanction des surcharges des véhicules poids lourds. Pour chaque tonne supplémentaire, les transporteurs nationaux paieront désormais 20 000 francs CFA contre 4 000 actuellement. Quant aux non-nationaux, la facture s'élève à 60 000 francs, au lieu de 11 000 francs CFA auparavant.
La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CSCRAO, ne veut pas se laisser surprendre par cette mesure. Elle engage donc une campagne de sensibilisation. Lui et moi, a fini tous ces problèmes aujourd'hui. Ce que tu dois trouver en Côte d'Ivoire ici, tu trouves la même chose au Mali, au Burkina, au Niger, au Ghana, à peu près comme au pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est important aujourd'hui. C'est cette information qu'on est venu donner à nos camarades chauffeurs. Pour ne pas qu'ils soient étrangers dans cette affaire. Tout le monde est informé, mais la sensibilisation, ça continue. La route, si c'est arrangé, c'est bon pour le camion, et c'est bon pour nous les chauffeurs, et c'est moins fatigant. Si on paye cet argent, le surcharge de tonnage pour arranger la route, c'est tout à fait normal. Les nouvelles amendes tirent leur source du règlement 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À l'origine, la lutte contre la dégradation des routes du fait du non-respect des poids des camions. L'application des nouvelles amendes entre en vigueur à compter du 1er octobre prochain. Et restons sur les routes pour constater cette fois-ci la baisse des prix des transports décidée le 1er août dernier par le Haut Conseil du transport. Eh bien, un mois après la décision de la réduction du coût du transport, qu'en est-il sur le terrain? Les prix ont-ils réellement baissé? Faisons le constat ensemble avec Éric Goury. Chaque jour, ce sont différents moyens de transport en commun qui permettent aux populations de se déplacer d'un lieu à un autre sur le territoire national. À Abidjan, les moyens de transport en commun les plus utilisés sont les minicars, appelés communément Baka, les taxis communaux et les taxis banalisés, appelés aussi Woro. Nombreux sont les usagers qui dénoncent le coût élevé du transport malgré plusieurs baisses du prix du carburant. C'est pour régler cette situation que le Haut Conseil du transport a décidé de réduire le coût du transport sur le territoire national. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er août 2016. Le prix du transport urbain a baissé de 50 francs. Pour savoir si la mesure est appliquée, nous avons fait le tour de certaines gares dans le district d'Abidjan. Premier lieu visité, la commune d'Abobo. Les syndicats rencontrés nous informent être dans la phase de sensibilisation. Nous sommes à pied d'œuvre. Vous savez que c'est un long processus. Donc il y a la sensibilisation. Un chauffeur rencontré affirme faire la réduction selon les périodes. Avant, on prenait jusqu'à 250-300 les matins. Alors là, on prend 200. À partir de midi, on prend 100 francs pour aller à Djamé. Des affirmations soutenues par un de ses passagers. À partir de midi jusqu'à une certaine heure, ils nous prennent 100 francs, 100 francs. Maintenant, le soir, voilà, à Djamé, c'est 100 francs. Pour revenir, ça dépend aussi. Deuxième lieu visité, Cocody, non loin du zoo d'Abidjan. Une fois sur place, nous interrogeons des clients. Voici leurs différentes réponses. Les prix ont baissé au niveau du transport, au niveau de Cocody en tout cas. De 250, on est passé à 200 francs, donc ça va. Le transport était 200 et c'est toujours 200 que nous payons. Voilà, donc il n'y a pas eu de réduction. Tous les prix qui sont à 200 et moins que ça restent tels. À partir de 250, il y a une réduction de 50 francs. Toujours dans la commune de Cocody, une autre gare de Woro, Carrefour La Vie. Ici, chauffeurs et clients reconnaissent que la baisse du prix du transport est appliquée. En revanche, la monnaie n'est pas toujours facile à trouver. Depuis le 1er août, ça se passe bien. On a réduit le transport. Maintenant, le petit souci qu'on a, c'est le point de 50. Ça crée des problèmes entre les usagers et les transporteurs. J'ai déjà même assisté à une bagarre au Grand Carrefour de Koumassi pour 50 francs. Dans cette gare, les syndicats disent veiller à l'application des nouveaux tarifs. Après Cocody, Yopougon, précisément au lavage. Ici, les clients interrogés disent que les nouveaux tarifs sont appliqués. Quand j'ai demandé le prix, il m'a dit que c'était 550. On avait l'habitude de payer 600. Je viens de constater tout à l'heure qu'il y a une réduction de 50 francs sur le transport. Malgré cette réduction du coût du transport, certains clients émettent toujours quelques réserves. Il y a une baisse de 50 francs, mais s'il faut diminuer 50 francs pour surcharger encore le nombre de passagers dans le véhicule, franchement, ça sert à quoi en fait? La réponse des syndicats de Yopougon à cette préoccupation. Au niveau du lavage, il y a des véhicules de 7 places, il y a des véhicules de 4 places. Celui qui n'est pas habitué de voir ces véhicules de 7 places, les pique-niques là, quand il vient qu'on met les 7 places, il trouve que c'est surchargé. La direction du Haut Conseil est confiante pour la suite.
Nous avons mis en place des équipes de contrôle, des équipes de veille sur les gares, sur les lignes, sur les endroits de chargement. Et nous sommes aujourd'hui en train de faire une évaluation qui démontre que la quasi-totalité des acteurs sont engagés à mettre en route ce réajustement. Espérons que ces nouveaux tarifs soient appliqués sur toute l'étendue du territoire ivoirien, car la réduction du coût du transport profite toujours aux populations et s'attaque à la cherté de la vie. Espérons-le donc vivement, Éric Gorée. Et en bref, notez que les inscriptions au CPE ont démarré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. L'opération est entièrement gratuite et concerne les enfants âgés de 6 à 9 ans. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale annonce un réaménagement dans le programme de l'enseignement primaire ivoirien. Les élèves auront cours désormais les mercredis matins. Et toujours dans le domaine de l'éducation, le ministère initie en ce moment à Yamoussoukro un séminaire préparatoire de la rentrée scolaire 2016-2017. Les différents acteurs et partenaires de l'école ivoirienne qui prennent part à cette rencontre de 4 jours réfléchiront autour du thème stratégie d'opérationnalisation de la politique de scolarisation obligatoire. Kader Sogodogo. École primaire publique Zaïre de Yamoussoukro. À l'instar de tout le pays, le recrutement au cours préparatoire première année CPE1 au titre de l'année scolaire 2016 à 2017 a débuté. Une opportunité pour les parents d'élèves. Moi-même, je ne suis pas partie aussi, ça me fait mal. En tout cas, aller là, je regrette. Tous mes enfants doivent aller à l'école. L'école, faut-il le rappeler, est désormais obligatoire en Côte d'Ivoire. Une vision du gouvernement soutenue par les enseignants. C'est tous les enfants que nous prenons en compte, même quand ils n'ont pas d'extrait de naissance. De l'école primaire publique à Zaïre au lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro, le pas est vite franchi. Ici, les acteurs du système éducatif ivoirien sont en séminaire préparatoire de rentrée scolaire 2016-2017. Il s'agit de traduire en actions concrètes et mesurables la politique de scolarisation obligatoire, identifier les défis du moment, définir les priorités pour cette année et élaborer la stratégie de leur mise en œuvre. Nous avons maintenant de la matière pour apprécier notre stratégie à l'aune d'un réalisme plus conséquent, rectifier le tir quand il le faut et approfondir les acquis indéniables. La rentrée scolaire 2016-2017 est fixée au lundi 12 septembre à 7 h. Parlons maintenant de la 14e journée africaine de la médecine traditionnelle. Retenez que sur 26 médicaments testés, 5 produits traditionnels ont eu l'autorisation de mise sur le marché. Le reportage de Patricia Omouetia. Des produits à base de plantes pour lutter contre le diabète, l'hypertension, les lésions cutanées et les douleurs musculaires. Au nombre de 5, ces produits ont eu l'autorisation de mise sur le marché. Dans le cadre de la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, ces médicaments traditionnels sont vendus en pharmacie. 80% des médicaments qui sont dans les rayons des pharmacies sont d'origine végétale. Durant 10 ans, nous avons effectué des tests d'innocuité, des tests de stabilité et des tests d'efficacité. Donc ce sont les résultats que nous avons présentés à l'État de Côte d'Ivoire. Une avancée notable pour la Fédération des tradipraticiens de Côte d'Ivoire. Ces acteurs de la médecine traditionnelle exposent à l'occasion de la journée africaine de la médecine traditionnelle. Nous avons aujourd'hui 5 médicaments homologués et 29 médicaments qui ont été analysés. Ces 29 médicaments tendent à avoir vraiment leur autorisation de mise sur le marché. Donc vraiment c'est un pari gagné pour la médecine traditionnelle de Côte d'Ivoire. Occasion toute trouvée pour sensibiliser les praticiens sur la loi qui régit la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Il y a également depuis 2013 l'introduction de modules de médecine traditionnelle dans les curricula de formation des étudiants en médecine à l'unité de formation et de recherche des sciences médicinales. La journée africaine de la médecine traditionnelle a été marquée par la visite de stands. Des diplômes d'excellence ont également été remis aux tradipraticiens qui respectent les bonnes pratiques de fabrication.
Pour une meilleure prise en charge pathologique des cancers, les médecins anglophones et francophones du Canada, d'Afrique, d'Europe, des États-Unis partagent leurs connaissances. Ils sont réunis à Grand Bassam à l'occasion de la 10e conférence scientifique annuelle. Cette conférence est organisée avec le concours de la Société ivoirienne de pathologie. Sachez que 14 millions de nouveaux cas de cancer ont été enregistrés selon l'OMS. Ami Sissoko. C'est jusqu'en 2014 que j'ai commencé à voir les signes. Pas des saignements. J'ai fait le traitement à l'indigène, mais à chaque fois ça revenait. Et je suis allée voir mon gynéco. Il a prévu faire un test, quoi. Et j'ai amené ça au labo. C'est après le résultat du labo que j'ai su que c'était le cancer du col de l'utérus. C'est l'examen anatomopathologique qui a permis à cette dame de savoir qu'elle souffre du cancer du col de l'utérus, le deuxième cancer de la femme après celui du sein. En Côte d'Ivoire, cet examen ne se fait que dans les 2 seuls services d'anatomie pathologique des CHU de Treichville et de Cocody. Il y a plusieurs moyens de diagnostic. Vous avez l'imagerie, c'est-à-dire le scanner IRM, mais le diagnostic pour permettre le traitement, c'est l'anatomie pathologique. C'est-à-dire c'est l'examen au microscope qui va permettre de dire voici la cellule qui est en train de se cancériser. Et ça, c'est un élément important, puisque sachant cela, on a aujourd'hui des médicaments qui sont orientés, qui sont dirigés sur la cellule qui se cancérise. Mais c'est nous qui disons voici la cellule qui se cancérise. Aujourd'hui, pour améliorer la prise en charge des cancers, le professeur Isidore Mouenou Diomandé, à la tête de la Société ivoirienne de pathologie, reçoit ses pairs anglophones et francophones. Ils sont membres de l'Académie internationale de pathologie. Cette 10e conférence scientifique annuelle, une première dans un pays francophone, la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de favoriser l'intégration, la formation, les échanges entre les anglophones et les francophones pour la formation et puis le diagnostic des pathologistes, ce qui va nous permettre vraiment d'être plus utiles à nos systèmes de santé. C'est la première fois qu'on tient dans un pays francophone dans le but de créer un réseau entre les pathologies francophones et les pathologies anglophones et aussi aller vers la fusion des 2 sociétés. Ces pathologistes viennent d'Afrique, du Canada, des États-Unis et de l'Europe. 4 jours d'échanges d'expériences, de partage et d'enseignement sur les cancers de la prostate, du sang, du sein, du col de l'utérus et sur l'urologie. Cancer in itself, it's a very, very huge disease. Le cancer aujourd'hui est un problème de santé publique qui affecte essentiellement les jeunes filles en âge de procréer, essentiellement le cancer du col de l'utérus et ensuite le cancer de la prostate chez les personnes âgées. Ceux qui s'occupent du cancer en Afrique ne sont pas organisés, donc il faut d'abord venir créer une collaboration entre les pathologistes, créer des centres de traitement pour pouvoir prendre en charge ces personnes qui ont été diagnostiquées et surtout développer des mesures efficaces pour la prévention. On a eu la participation d'un pathologiste canadien qui nous a instruit sur les nouvelles données du glissone, c'est-à-dire la classification des cancers. Ce sont des connaissances qui sont actualisées et pour la prise en charge des cancers. Ça nous permet de faire un bon diagnostic et surtout une bonne classification, parce que ce sont des classifications qui ont une valeur pronostique. Le cancer peut apparaître à tout âge. Certaines causes sont liées à l'âge ou à l'hérédité. C'est le cas du cancer du sein, de la prostate et du pancréas, entre autres. D'autres sont liés au tabac, à l'alcool, au surpoids, à l'alimentation déséquilibrée, à l'exposition aux virus, aux bactéries et aux produits chimiques. Selon l'OMS, en 2012, 14 millions de nouveaux cas de cancer ont été enregistrés, dont plus de 8 millions de décès dans le monde. Parlons maintenant de cohésion sociale. À peine la célébration de la Journée nationale de la solidarité est terminée. La ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes met le cap sur la région de la Bagoué. Là-bas, la cohésion sociale était mise à mal à cause des tensions entre Dozo dues à un bicéphalisme au sein de la confrérie. Mais les tensions sont maintenant apaisées, nous dit Hamza Diaby. Crise intestine, de leadership, bicéphalisme au sein du groupe, voilà les mots qui minent depuis une décennie la confrérie d'Ozo de la région de la Bagoué. Une crise à laquelle Maria Toukoné décide de mettre fin. Saisie par les cadres de la région, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes multiplie d'abord les séances de travail avec les groupes antagonistes et les parties prenantes au conflit, avant d'exhorter chacun à monter dans le train de la cohésion sociale, gage du développement
développement de la Bagoué. On doit faire en sorte qu'il y ait un seul chef. C'est celui qu'on écoute qui nous mène vers l'émergence, qui nous mène vers le développement. Mesdames et messieurs, chers parents, c'est en étant rassemblés que nous sommes plus forts. Nous devons donc, en tout temps et en tout lieu, entretenir l'union, entretenir la solidarité. Nous devons cultiver, nous devons entretenir la paix comme on entretient notre champ. C'est la condition indispensable pour le développement. Paris réussit pour la ministre. Les groupes en conflit prennent l'engagement de fumer désormais le calumet de la paix. Outre le règlement de ce conflit, Maria Tokone a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'apaisement des tensions entre agriculteurs et éleveurs de la région. Le président du directoire du RHDP, Amadou Moro, était chez Amadou Moro était chez Abdoulaye Diallo, cadre du PDCI, pour parler du parti unifié. C'est avec Sidonie Davila. Abdoulaye Diallo, un des fidèles compagnons du président Félix Houphouët-Boigny et dépositaire de la philosophie oufouettiste, se dit prêt à accompagner l'avènement d'un parti unifié. Il a exprimé au directoire du RHDP le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ce mardi à son domicile. Je remercie tous ceux qui sont du RHDP. Ceux qui ne sont pas, qu'ils viennent au RHDP. Nous les 5, on ne suffit pas. Il faut que tout le monde vienne. Et c'est cette prière que nous allons faire pour que les RHDP soient remplis comme un canari. Engagée dans un chantier qu'est la construction d'un parti, la direction du RHDP a décidé désormais de consulter les ex-collaborateurs d'Houphouët-Boigny pour avoir leur soutien et leur bénédiction. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le doyen nous a rassurés que c'est ce que Houphouët-Boigny voulait, une équipe pour continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et il nous a aussi confortés de l'idée que lui-même et tous ceux qui croient en lui sont RHDP. Le doyen Abdoulaye Diallo fait partie des rares collaborateurs très proches du président Houphouët-Boigny. Nous avons pensé que si nous voulons nous inspirer de cette philosophie pour construire notre parti, ce grand parti unifié, qu'il fallait qu'on vienne demander des conseils au doyen Abdoulaye Diallo. Cette rencontre avec le doyen Abdoulaye Diallo a été un moment de souvenir et de témoignage pour la délégation. L'avenir du parti unifié est assuré s'il se construit autour de l'idéal républicain prôné par le président Félix Houphouët-Boigny. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve demain à 20h.